Je sais ce que l'on ressent lorsque son propre fils utilise un micro au mariage que vous avez payé pour faire de vous la risée de 500 invités. J'ai payé pour le mariage de mon fils. Il m'a humilié devant 500 personnes. J'ai souri à travers la douleur. Puis sa nouvelle belle-mère s'est levée de sa chaise, a demandé le micro et a raconté une vérité qui l'a laissé tremblant. Mais cette partie vient plus tard. Je suis Hélène Dubois. J'ai 65 ans. Ce soir, je suis assise sous des lustres qui brûlent comme de petits soleils. La salle est une mer de verre et de lin blanc. Le genre d'endroit qui avale une femme comme moi tout entière si elle ne fait pas attention. Je garde le dos droit. Je croise les mains sur mes genoux. Je referme mes doigts sur un petit médaillon en argent qui appartenait à mon défunt mari, Patrick. Le métal est frais contre ma paume. La charnière a un doux déclic que je connais par cœur. Quand j'appuie dessus, je l'entends dire ce qu'il disait avant les budgets scolaires et les factures d'hôpital. Respire, Hélène. Tiens-toi droite. Tu as le droit d'être ici. Mon fils Daniel Dubois, le marié, tapote le microphone. Il est beau sous les lumières. Le smoking lui va bien. Le sourire est facile. Mélissa Fournier, ma nouvelle belle-fille, lui serre le bras. Elle est lumineuse. J'espère sincèrement qu'elle sera heureuse. L'orchestre se tait. Les serveurs s'arrêtent au milieu de leur service. 500 visages se tournent vers la scène. Daniel sourit. Il ressemble à un garçon à qui on a donné les clés d'une voiture brillante. Je veux remercier ma mère pour tout. Elle a vraiment essayé, dit-il. Et les gens rient avant de savoir pourquoi. Ma mère a toujours cru que quelques petits appartements finissent par former un empire. Elle les appelle des investissements. Nous n'arrêtons pas de lui dire de se détendre. De laisser les jeunes s'occuper de l'avenir. Mais elle n'écoute pas. Cette fois, le rire est plus grand, plus large. Il roule sur les tables comme une vague emportant l'argenterie dans son sillage. Un garçon d'honneur frappe l'épaule d'un autre. Quelqu'un près du bar renifle. Je garde le sourire que je répète depuis que Daniel a 12 ans et a décidé que la douceur signifiait la faiblesse. Je redresse ma serviette. J'acquiesce comme si nous étions tous dans le coup. Comme si cette blague n'avait pas pris 30 ans de ma vie à être élaborée. Mon téléphone s'allume sous la table. Je le retourne face cachée. Je répondrai à cet appel plus tard. Plus tard, quand la musique recommencera. Quand les assiettes seront débarrassées. Quand je pourrai sortir et respirer l'air de la nuit qui ne juge pas. Pour l'instant, je reste assise, les mains autour du médaillon, et je laisse la salle décider ce qu'elle pense de moi. L'humiliation a une saveur. Pour moi, elle est métallique, comme des pièces de centimes tenues trop longtemps dans un point fermé. Daniel continue. Il se prend au jeu maintenant. Maman a ses petits projets annexes. Elle dit qu'elle fait du conseil. En réalité, c'est pour s'occuper à la retraite. Nous sommes juste heureux qu'elle sorte de la maison. Plus de rire. Quelqu'un de l'autre côté de l'allée lève un verre dans ma direction. Un toast de pitié. Je lève mon verre d'eau. Je garde les yeux doux. Patrick me dirait de respirer. Je le fais. Je vois ma sœur aînée, Marguerite, à la table voisine. Elle raconte à un couple du côté de la mariée que j'ai toujours été la discrète, toujours l'économe, toujours un peu décalée. Elle le dit avec affection. Elle ne veut pas de mal. Le mal arrive quand même. Il arrive dans les regards de côté et les petits sourires, dans la façon dont les gens décident où vous placer dans la pièce. Le personnel débarrasse les salades. Le cliquetis des assiettes est aussi brillant que des cloches. Une enfant en robe blanche tourne près de ma chaise. Ses chaussures clignotent avec de petites lumières. Un instant, je laisse mon regard la suivre et le tourbillon m'accorde une petite pitié. Il brouille les visages. Il transforme la salle en une douce aquarelle. Puis le tourbillon s'arrête. Les visages reviennent. Le microphone crépite dans la main de Daniel. Je veux dire, regardez-la, dit-il. Il balaie son bras vers moi comme un animateur de jeu télévisé révélant un prix de moindre valeur. Elle insiste pour s'habiller seule. Elle refuse de l'aide. Elle est têtue. Elle pense que ses centimes sont des perles. Mais nous l'aimons quand même. 500 personnes se tournent pour m'évaluer comme si elles choisissaient un vase dans un magasin, comme si j'étais quelque chose de fragile et de désuet qui n'a pas sa place sur une étagère moderne. Je souris. Je touche le médaillon. Je calme ma respiration. À l'intérieur du médaillon se trouve une photo de la taille d'un timbre-poste. Patrick tient une canne à pêche. Le lac derrière lui a la couleur exacte du pardon. La charnière clique. Je ferme la main.
De l'autre côté de la salle, je vois une femme qui regarde. Elle est élégante sans effort. Elle est assise à la table familiale du côté de la mariée. C'est Evelyne Fournier, la mère de Mélissa. Nous nous sommes brièvement rencontrés. Nous avons échangé des mots polis sur les fleurs et les plans de table. Maintenant, ses yeux se déplacent de Daniel à moi, du microphone à mes mains, et quelque chose dans son expression tend l'air entre nous. Elle ne dit rien. Elle observe simplement. Et cette observation est une sorte de refuge dont je ne savais pas que j'avais besoin. Le chef d'orchestre se penche vers un pupitre. Il est prêt à faire avancer le moment. Daniel n'a pas fini. Quoi qu'il en soit, levez un verre à ma mère. La femme qui a payé la moitié de cette fête. La femme qui pense encore que les bons de réduction sont une raison de vivre. Les verres se lèvent. Certains par gentillesse, d'autres par jeu. Je lève à nouveau mon verre d'eau. Je pense à Daniel, 17 ans, mangeant le dernier morceau de poulet et prétendant qu'il pensait que je n'avais pas faim. À Daniel, 22 ans, m'appelant de sa chambre d'étudiant pour demander si le loyer avait été envoyé. À moi, posant une main sur un portefeuille vide et promettant que oui. Le passé est un archiviste fidèle. Il garde tout. Je pose mon verre. Je regarde mon fils une seconde. Il croise mon regard. Une seconde, le sourire s'efface. Une seconde, je vois le garçon qui cachait son bulletin scolaire dans le linge et avait besoin que je sois celle qui le trouve. Puis la salle rit à nouveau. Le garçon disparaît. L'homme au microphone revient. Un serveur me frôle le coude et me chuchote que le gâteau sera bientôt roulé. J'acquiesce. Les lustres bourdonnent. Je tiens le médaillon et laisse son poids frais m'ancrer à la chaise. Je me rappelle que c'est sa soirée, qu'une mère n'arrache pas un microphone à son enfant. Que la dignité est un choix même quand la salle vote contre, s'il savait la vérité. Mais non, ce soir n'est pas ma soirée. J'avais 65 ans quand les maux de tête se sont calmés. Non pas parce que la vie s'est adoucie, mais parce que j'ai appris à respirer sur commande. Les gens pensent que la respiration est automatique. Les veuves savent mieux, par expérience. Je suis Hélène Dubois, une veuve. Mon alliance vit maintenant sur une chaîne. Pendant 3 décennies, j'ai été bibliothécaire de lycée. La gardienne silencieuse des livres de poche perdus et des fiches de retard. La femme qui pouvait trouver le seul livre dont un élève de 3e avait besoin 5 minutes avant la sonnerie. Patrick, mon mari, était mécanicien de poids lourd avec de la patience dans la voix. Il est mort trop tôt, un virage sur l'autoroute, un chauffeur fatigué, un matin qui a divisé mes années en avant et après. Le jour où j'ai vidé sa boîte à outils, ma paume s'est refermée sur un médaillon en argent dans le tiroir. À l'intérieur, un cliché de photomaton. Son sourire, mes yeux surpris, la preuve que nous avions cru un jour que le temps attendrait. J'ai enfilé le médaillon sur une fine chaîne et j'ai promis de le porter jusqu'à ce que la charnière oublie comment fonctionner. Daniel avait 9 ans quand les gratins ont cessé d'arriver et que les nuits sont devenues longues. J'ai pris les services que personne ne voulait. Les samedis matins, les semaines de budget, les jours d'inventaire. Après la fermeture, je rangeais les livres jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Puis je marchais jusqu'au centre de formation pour adultes où j'archivais les présences et préparais le café pour les étudiants du soir. Quand Daniel dormait, j'ouvrais l'ordinateur de bureau et je tapais des factures pour un fleuriste. Des formulaires d'admission pour un préparateur fiscal, des procès-verbaux pour un conseil de quartier qui préférait les chiffres bien rangés aux disputes désordonnées. Le médaillon est devenu une habitude, une pierre d'inquiétude que je tournais entre les courses. Lors des soirées parents-professeurs, je le frottais en disant aux enseignants que Daniel faisait de son mieux. Quand un radiateur est tombé en panne, je l'ai pressé en rédigeant un chèque avec des mains prudentes. L'argent était une rivière que j'ai appris à lire. Parfois, elle montait. Parfois, elle vous laissait échouer dans la boue. On traversait quand même parce que le garçon avait besoin de crampons et que l'hypothèque n'attendait personne. Au moment où Daniel est entré à l'université, je pouvais établir un budget familial les yeux bandés. À la bibliothèque, je gardais une voix douce. À la maison, je tenais des colonnes. Essence, courses, frais de scolarité, intérêts. J'ai découvert que j'étais doué pour les schémas. Un fleuriste qui commandait trop de lys. Un entrepreneur qui payait chaque facture un jeudi. Un propriétaire qui augmentait les loyers en avril et en septembre, sans faute. De petites vérités formaient un filet. Si je regardais attentivement, moins de choses passaient à travers. Quand Daniel a ramené Mélissa Fournier à la maison, il était plus grand que l'inquiétude. Mélissa était brillante et vive.
Elle posait de vraies questions et écoutait les réponses. L'après-midi où il m'a présenté à ses parents, nous nous sommes retrouvés dans un café avec des fenêtres comme des yeux ouverts. Évelyne Fournier, la mère de Mélissa, est arrivée dans une robe bleu marine et un calme qui semblait exercé. Elle m'a remercié d'avoir élevé un fils qui ouvrait les portes et portait les cartons sans qu'on le lui demande. J'ai aimé son assurance. J'ai reconnu la façon dont elle évaluait une pièce sans sembler bouger. La vie tenait ses listes. Je tenais les miennes. Même après avoir pris ma retraite de la bibliothèque, je continuais à taper la nuit, pas des histoires, des registres. Les gens disaient que j'étais têtue. Je disais que j'étais prudente. Le médaillon reposait contre mon pouls pendant que je triais les chiffres en famille, dépenses, revenus, échéances. Si la maison était assez silencieuse, je pouvais entendre le vieux conseil de Patrick. Vérifie 2 fois, puis encore une fois, puis fais-toi confiance. C'est ainsi qu'une veuve apprend à respirer sur commande. Tu comptes. Tu retiens. Tu relâches. Tu le fais pendant que le garçon dort. Tu le fais pendant qu'une facture arrive à échéance. Tu le fais pendant que tu décides quelle vérité le monde a mérité d'entendre. Daniel l'a dit d'abord comme une gentillesse. Plus tard, il l'a dit comme une règle. Maman, tu devrais te reposer. Arrête d'essayer de te prouver quelque chose. À ma table de cuisine, il me tapotait la main. Il jetait un coup d'œil aux feuilles de calcul à côté de mon thé et souriait de la façon dont les gens sourient à un animal de compagnie têtu. Repose-toi, disait-il, et laisse l'avenir appartenir aux gens qui ne sont pas encore fatigués. Je pliais les papiers. J'essuyais les miettes. À l'épicerie, il attrapait mon portefeuille avant que le total n'apparaisse. Je m'en occupe, disait-il, puis plus fort pour que la caissière puisse entendre. Ma mère collectionne encore les bons de réduction comme si c'était un sport, mais je veux qu'elle profite de sa retraite. La caissière a ri. Ce n'était pas méchant. Pourtant, mon visage s'est échauffé. J'ai refermé mes doigts sur le médaillon en argent à mon cou et j'ai hoché la tête comme si le commentaire flottait inoffensivement au-dessus de nos têtes. Quand il a emménagé avec Mélissa, ma nouvelle belle-fille, il a appelé pour se renseigner sur les tarifs d'électricité. J'ai proposé de lui envoyer un comparatif que je gardais. Il a soupiré. Maman, c'est bon. Tu n'as pas à faire ce truc où tu transformes tout en projet. J'ai dit que je comprenais. J'ai effacé 2 notes sur une enveloppe et je les jetées à la poubelle. Marguerite, ma sœur aînée, a un talent pour la certitude. Elle est arrivée avec une tarte au citron et des phrases fermes. Hélène, sois réaliste. Tu as eu tes années. Tu as élevé un bon fils. Ne te rends pas malheureuse en essayant de construire un 2e acte. Elle a posé la tarte sur mon comptoir comme un verdict. C'est merveilleux. Tu es prudente avec l'argent, mais ça suffit. Arrête de t'imaginer une carrière. Profite de ta terrasse. Appelle ça une vie. J'ai versé du café. Elle a pris de la crème. Nous sommes restés assises sans parler longtemps. À l'église, les femmes du cercle de travaux manuels m'ont interrogée sur ma retraite. J'ai dit que je faisais un peu de conseils, de petites choses, organiser des livres pour une association d'alphabétisation, aider un fleuriste avec ses factures, revoir les plannings pour un dispensaire communautaire. Une femme a penché la tête. Tu travailles encore, ma chère. Pourquoi faire? Une autre a dit, j'espère que tu les factures ou que tu reçois au moins des fleurs gratuites. J'ai souri et j'ai dit que le dispensaire était maintenant à l'heure. Le mercredi, les retraités se retrouvent à la bibliothèque pour échanger des livres de poche. J'ai apporté un gâteau au café et j'ai mentionné un cours de gestion de budget que le centre communautaire voulait essayer. Fais du bénévolat si tu veux, a dit un homme, mais n'en fais pas trop. Tu vas t'épuiser. Une femme a ajouté, laisse les jeunes enseigner les applications. Notre travail est d'applaudir poliment. La table a acquiescé. J'ai coupé le gâteau en plus petits carrés et j'ai écouté les pages se tourner. Rien de tout cela n'était cruel. Rien de tout cela n'était tendre. C'était le ton que les gens utilisent quand ils ont décidé où est votre place. Le samedi, Daniel jetait un coup d'œil à mon ordinateur portable et le fermait avec 2 doigts. Maman, tu devrais te reposer. Arrête d'essayer de te prouver quelque chose. Il était bien intentionné. Il aimait être généreux quand le cou était ma colonne vertébrale. Il faisait la vaisselle et laissait le robinet couler. Il jetait le torchon sur la cuisinière et disait « Tu vois, j'ai aidé. J'ai fermé le robinet. J'ai suspendu le torchon pour qu'il sèche. » Parfois, une défense se formait sur ma langue. J'aurais pu dire que les chiffres sont un langage et
Que je le parle couramment. Que l'ordre n'est pas un spectacle pour impressionner qui que ce soit. J'aurais pu dire à Marguerite que le contentement sans but est une pièce sans porte. Au lieu de cela, j'ai pressé le médaillon. J'ai gardé une voix basse. J'ai laissé leurs mots passer sur moi comme la météo. Puis j'ai fait une petite liste à terminer avant que la bouilloire ne siffle. Dans le miroir au-dessus de l'évier, la femme qui me regardait avait la bouche de ma mère et mes propres yeux. Quand j'inspirais, le médaillon se soulevait. Quand j'expirais, il se posait. Daniel me veut en sécurité. Marguerite me veut silencieuse. Mes amis me veulent douce. Je veux un registre qui s'équilibre et une vie qui ne demande pas la permission d'être entière. Alors, j'ai acquiescé à leurs conseils. Je les ai remerciés de se soucier de moi. Je me suis lavé les mains. Je les ai bien séchées. J'ai ouvert une page blanche où les marges m'appartiennent encore. Mardi soir, la maison ressemblait à une bibliothèque après la fermeture. Le réfrigérateur bourdonnait. L'horloge faisait tic-tac. Le lampadaire dessinait un carré sur ma table de cuisine. J'ai ouvert l'ordinateur portable et l'écran s'est animé de chiffres, de graphiques de flux de trésorerie sur 12 mois, de l'âge des comptes fournisseurs, d'un pipeline intitulé Acquisition T3. Le médaillon en argent reposait à côté du trackpad, une petite lune captant la lumière bleue. J'ai lu les notes de la conformité. J'ai examiné une feuille de conditions. J'ai marqué un paragraphe sur les passifs éventuels avec un commentaire jaune. Le téléphone sur la table s'est allumé, vibrant une fois. Le nom sur l'écran disait Réunion du Conseil. Je l'ai laissé sonner. J'ai répondu en haut-parleur. Une voix calme a demandé si l'ordre du jour de demain devait inclure le plan de capital révisé. J'ai gardé ma voix égale, approuvé la nouvelle ligne, suspendé le dividende, reporté le vote sur les installations au trimestre suivant. La voix m'a remercié, une autre s'est jointe. Le service juridique recommandait une formulation pour une prolongation de clause de non-divulgation. J'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir. Mes doigts reposaient sur le médaillon. J'ai senti la charnière et j'ai retrouvé mon souffle. Quand l'appel s'est terminé, j'ai regardé l'écran et j'ai vu le curseur clignoter comme un phare dans le brouillard. Des phares ont balayé la fenêtre de devant. La voiture de Daniel en avance. Mon corps a bougé avant que je ne pense, une mémoire musculaire forgée par des années à être sous-estimée. J'ai fermé l'ordinateur portable avec un claquement doux. La pièce a expiré. J'ai glissé l'ordinateur dans le placard à patchwork derrière une pile de livres de patron. J'ai remis le médaillon sur sa chaîne. J'ai essuyé la table avec un torchon comme si la seule affaire ici était des miettes. Le téléphone a de nouveau vibré. Réunion du conseil a clignoté et a disparu alors que je mettais le son en sourdine. J'ai sorti un gratin du four et je l'ai glissé sur un dessous de plat. La vapeur s'enroulait comme une écriture sur du papier chaud. Daniel a frappé et est entré en appelant. « Salut, maman. Tu as fait la sieste ?» J'ai souri. J'ai soulevé les assiettes. J'ai demandé poliment des nouvelles de la circulation. Il n'a jamais vu le carré de lumière s'estomper sur la table. Il n'a jamais remarqué le faible contour des feuilles de calcul sur mes lunettes. Quand il a demandé ce que j'avais fait, j'ai répondu que je pliais le linge. Puis j'ai demandé s'il voulait plus de sel. Il s'est assis, satisfait. La porte du placard cachait un rectangle noir qui contenait toujours notre ordre du jour. La maison gardait notre secret, et la nuit est revenue au son que fait une bibliothèque quand tout le monde la croit vide. La salle de bal brillait comme une promesse. Les lustres inondaient de lumière les parquets cirés. Je suis arrivé tôt avec des ballerines dans mon sac et le médaillon en argent chaud contre ma peau. J'ai noué des rubans sur les programmes, redressé les cartons d'escorte, glissé des épingles de sûreté dans la trousse de couture. J'ai étiqueté une boîte de bougeoirs et je l'ai glissée sous la table des cadeaux. J'ai pressé le médaillon une fois. Ce soir appartenait aux enfants. Les invités se rassemblaient dans le hall. Le quatuor est passé de Bach à une mélodie pop. Évelyne Fournier, la mère de la mariée, se déplaçait avec une détermination tranquille. Elle vérifiait les places et murmurait au maître d'hôtel. Nos regards se sont croisés. Son regard disait « Nous sommes celles qui huilent les rouages ». Daniel, mon fils, et Mélissa, ma nouvelle belle-fille, sont apparus en haut de l'escalier. Les applaudissements ont monté comme de la chaleur. La cérémonie s'est déroulée dans un flot de vœux et de blancs. Pendant les photos, j'ai apporté de l'eau et des papiers buvards. J'ai attaché un fermoir pour une demoiselle d'honneur dont les doigts tremblaient. Quand les grandes portes se sont ouvertes,
La salle a respiré d'un seul coup. L'orchestre a joué un accord brillant. Les bougies se reflétaient les unes dans les autres. Les serveurs circulaient avec du champagne. J'ai pris ma place près de la table familiale, pas tout à fait à celle-ci, assez près pour applaudir au bon moment. Le dîner a commencé par des discours. Le père de Mélissa a remercié les prestataires et les amis. Il a loué l'organisatrice et le lieu 2 fois. Mélissa a remercié ses colocataires d'université et le styliste qui a sauvé une boucle. Daniel a levé son verre et a remercié ses garçons d'honneur et le traiteur pour les mini-burgers supplémentaires. Il a souri. Il a remercié Evelyne pour les détails et Mélissa d'avoir dit oui. Ils ne m'ont pas mentionné. L'oubli s'est glissé sous la porte et s'est installé derrière mes côtes. Entre les plats, des collègues de l'entreprise de Mélissa se sont arrêtés pour saluer Daniel. Il a fait un geste vers moi sans se tourner. Ma mère, elle s'occupe juste avec un peu de conseils financiers, quelque chose pour passer le temps. Leur sourire était exercé. Une femme m'a serré l'épaule et a dit « Les retraités deviennent agités ». Son mari a ajouté que les passe-temps maintiennent l'esprit jeune. J'ai hoché la tête et j'ai dit que le poulet était excellent. Mon verre d'eau était plein. Ma gorge était sèche. Au bar, un cousin m'a demandé si la bibliothèque me manquait. J'ai dit que j'adorais le travail. Il a plaisanté en disant que les moteurs de recherche rendaient les bibliothécaires obsolètes et m'a orienté vers le dessert. J'ai touché le médaillon et j'ai dit que je le trouverais plus tard. Sur le chemin du retour, un garçon d'honneur a dit à une demoiselle d'honneur que je collectionnais toujours les bons de réduction comme si c'était un sport. Elle a dit « Au moins, c'est adorable ». Je suis passé avec un sourire qui semblait emprunté. De retour à ma place, 2 membres du personnel du lieu ont complimenté les cartons d'escorte bien nets. Je leur ai dit qu'il est utile de vérifier l'orthographe 2 fois. Ils ont demandé qui s'était occupé du budget. J'ai dit que les familles avaient travaillé ensemble. Ils ont hoché la tête et ont dit que les fourniers avaient clairement le sens du détail. J'ai levé mon verre d'eau et j'ai décidé de ne pas les corriger. Le violoniste a glissé dans une nouvelle tonalité. Les lumières se sont adoucies. La conversation montait et descendait comme de petites vagues sur de la porcelaine. Evelyne s'est arrêtée à côté de moi et m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit que tout allait bien. Elle a jeté un coup d'œil vers la scène. Le chef d'orchestre a levé la main. La prochaine série de discours était annoncée. « Vous avez fait un travail magnifique avec les marque-places », a-t-elle dit, sa voix me laissant l'espace pour me tenir debout. Je l'ai remerciée. Nous nous sommes toutes les 2 tournées vers l'avant. 2 femmes sous la lumière du soir qui savaient où se trouvait le ruban adhésif de rechange. Quand le maître de cérémonie a demandé à la salle de lever un verre à ceux qui avaient rendu la soirée possible, les projecteurs ont balayé les organisateurs et se sont posés sur la table d'honneur. Applaudissements à nouveau. J'ai applaudi avec tout le monde. Le son semblait appartenir à quelqu'un de proche. Le gâteau attendait sous un petit dais comme un témoin couronné. Un serveur a rempli mon verre et m'a demandé si j'appréciais ma retraite. J'ai dit que j'apprenais à le faire, et il s'est dépêché de partir. J'ai lissé le lin sous mes doigts tandis que les conversations s'entrelaçaient et s'effilochaient. Je sentais l'histoire que la salle écrivait sur moi, nette et légère. Elle ne demandait pas ce que je portais. J'ai gardé une posture impeccable, un ton chaleureux, mes secrets pliés comme du papier à lettres dans un tiroir. Les lustres bourdonnaient. J'ai touché le médaillon et j'ai compté ma respiration. Inspirer sur 4 temps, retenir sur 4 temps, expirer sur 4 temps. Puis l'orchestre est passé à autre chose. Le quatuor a glissé dans une mélodie entraînante et les invités se sont massés près du bar, brillants comme des pièces dans un bocal. Je me tenais à un poste de service, redressant des serviettes, quand les amis de Daniel se sont glissés entre 2 piliers comme des garçons sous des gradins. Un grand avec une raie brillante a baissé la voix à ce genre de murmure qui veut être entendu. Elle essaie d'investir à son âge, a-t-il dit, et le cercle a éclaté en petits rires qui ont rebondi sur le marbre et le verre tandis que leurs boutons de manchette brillaient. Mon cœur a fait son tour de veuve. Un pas de côté. Attendre que le sol arrête de tanguer. J'ai pressé le médaillon en argent à mon cou et j'ai cherché quelque chose d'utile à faire. Un plateau sur le buffet contenait 6 flûtes intactes. Le personnel encombrait l'allée. La table 11 avait été oubliée. J'ai soulevé le plateau, équilibré son poids et me suis dirigé vers le groupe de la même manière que je portais des livres dans l'allée d'une bibliothèque. Déterminée, silencieuse, invisible jusqu'à ce qu'une main se tende pour de l'aide. « Champagne », ai-je dit, en tenant le plateau là où la lumière le trouvait. L'ami grand a affiché un sourire courtois et a pris un verre.
Madame Dubois, n'est-ce pas, a-t-il dit. Daniel dit que vous vous intéressez à la finance maintenant. De grands projets. Il a fait sonner grand projet comme un déguisement. Un autre ami, bronzé par un voyage d'enterrement de vie de garçon, a agité un doigt. Attention au marché. Ma tante a essayé le détrading et a transformé sa retraite en sortie scolaire. Rire à nouveau. Un troisième a ajouté, si vous voulez une application pour les seniors, mon cousin en développe. J'ai senti le poids s'alléger à mesure que chaque flûte quittait mon plateau. J'ai utilisé l'argent qui se vidait comme un bouclier. Les chiffres ont leur utilité, ai-je dit. Le grand a fait un clin d'œil. Les feuilles de calcul comme passe-temps. Adorable. Le mot adorable a atterri comme un autocollant que je n'avais pas commandé. J'ai gardé la bouche douce et la posture utile pendant qu'ils comparaient des tuyaux qu'ils n'avaient pas l'intention de suivre. Leur attention sautait de moi à eux-mêmes avec l'énergie infatigable des moineaux. Ils ont porté un toast à Daniel qui était de l'autre côté de la salle, persuadant un prestataire de lui donner des mini-burgers supplémentaires. Au marié, à Madame Dubois qui s'occupe, a dit le grand ami, levant son verre vers mon épaule plutôt que vers mes yeux. Pas cruel, pas gentil, juste la version nette d'une histoire qui se choisit elle-même. J'ai incliné la tête et j'ai laissé passer comme une météo qui peut mouiller vos manches mais ne peut pas inonder votre maison si vous gardez les portes fermées et les serviettes prêtes. Le plateau s'est vidé. J'ai reculé et je suis retourné au poste de service. Un serveur s'est précipité avec une carafe d'eau et a murmuré des remerciements. Près des fenêtres, la nuit pressait son visage contre la vitre. Les voituriers trottinaient entre les phares. À l'intérieur, tout brillait et bourdonnait. J'ai posé le plateau, essuyé une auréole de condensation sur le bois et empilé les verres vides pour qu'ils ne tremblent pas. L'ordre est une langue que je parle quand la conversation ne parvient pas à donner de sens. Leurs voix me sont parvenues. Prix, pourboire, même se faisant passer pour de la sagesse. Elle collectionne les bons de réduction comme si c'était du cardio, a dit quelqu'un. L'empire de 3 sous, a répondu un autre. La blague a résumé 3 décennies de manière concise. Ma poitrine s'est serrée. J'ai posé une main à plat sur le comptoir jusqu'à ce que la douleur trouve sa place. J'ai sacrifié toute ma vie. Maintenant, je suis une blague racontée entre une salade et la première danse. La pensée m'a stabilisé plutôt qu'aigri. Inspirer, retenir, expirer, répéter. J'ai rincé 2 flûtes au poste de débarrassage comme on rince un genou écorché. Vérifier le sable. Sécher en tapotant. Continuer à avancer. Un souvenir s'est glissé avec l'eau courante. Daniel endormi sur la banquette arrière après un concert de l'école. Moi au volant, comptant les pourboires pour que la facture d'électricité soit payée. J'ai fermé le robinet et j'ai remis le souvenir là où il ne peut pas s'accrocher au présent. Puis j'ai plié une serviette et je l'ai posée bien carrée sur le comptoir. De l'autre côté de la salle, Evelyne Fournier, la mère de la mariée, observait le même groupe avec un calme qui pourrait soutenir un toit. Sa bouche n'a pas bougé. Son attention, si. Elle a parlé à l'organisatrice. Les 2 femmes ont hoché la tête. Un petit problème s'est évaporé avant d'apprendre son propre nom. Quand les yeux d'Evelyne ont trouvé les miens, elle n'a pas offert de pitié. Elle a fait l'inventaire. J'ai reconnu ce regard. C'est celui que les femmes utilisent quand elles refusent de se laisser duper par le brillant. Son petit hochement de tête m'a stabilisé comme une main sur le coude. Daniel s'est approché, attiré par ses amis comme par la marée. Quelqu'un a raconté à nouveau la blague sur les coupons. Il a haussé les épaules de la même manière que ses devoirs disparaissaient. Maman a besoin de quelque chose à faire, a-t-il dit. J'ai pressé le médaillon. Un serveur m'a demandé d'apporter des fourchettes à la table 9. J'ai dit oui. Puis je suis retourné à ma place et j'ai arrangé ma serviette. Marguerite est arrivée à ma table avec l'assurance de quelqu'un qui croit que son timing est parfait. Elle a posé une petite pochette et s'est penchée si près que le centre de table a frôlé sa manche. Hélène, célèbre Daniel pour une fois. Laisse le garçon briller, a-t-elle dit. Puis elle a levé le menton et a laissé sa voix porter au-delà de notre cercle de lin. Hélène, sois heureuse que ton fils réussisse. Quant à toi, arrête de rêver de construire quelque chose de nouveau. Sois contente. J'ai gardé les mains croisées, le pouce frottant le bord du médaillon en argent caché sous mon décolleté. Le métal était frais, la charnière stable sous mon doigt. Marguerite a souri de la façon dont les gagnants sourient lors d'une cérémonie que personne d'autre n'avait réalisé être une compétition. Tu as travaillé dur, a-t-elle continué,
toujours aussi fort. Maintenant, laisse la vie être douce. Lis, jardine. Ne cours pas après les carrières à ton âge. Une femme en robe corail a hoché la tête et a dit, la retraite est un cadeau que l'on ouvre à l'heure prévue. Un homme avec une cravate à voilier a dit que sa mère avait essayé une entreprise tardive et s'était épuisée en 6 mois. Profitez de la terrasse, a-t-il ajouté, levant son verre vers moi. Un autre invité a dit, les passe-temps gardent les gens comme nous doux. Leur gentillesse est arrivée emballée dans de la mousse. Le paquet était toujours une cage. J'ai levé mon verre d'eau et j'ai souri. Le petit tour de passe-passe que j'avais pratiqué pendant les hivers. Merci, ai-je dit. Marguerite s'est détendue dans le murmure approbateur, satisfaite que ses conseils aient porté leurs fruits. Elle m'a tapoté la main 2 fois comme si j'étais une élève rendant un crayon après un examen. Tu as fait ta part, a-t-elle dit. Maintenant, laisse Daniel et Mélissa prendre les rênes. Ne te rends pas ridicule en essayant de suivre. J'ai pensé au loyer payé avec des pièces roulées et aux ourlets cousus sur la table de la cuisine. J'ai gardé ces pensées là où elles devaient être, derrière mes dents. L'orchestre a glissé dans un standard. Les serveurs ont soulevé les cloches des plats principaux. Marguerite s'est tournée vers la table voisine et a répété la leçon pour des étrangers qui n'avaient rien demandé. Hélène est merveilleusement économe, leur a-t-elle dit. Elle a toujours été prudente. Maintenant, elle est agitée. Les familles ont besoin de dignité, pas d'expérience. Des hochements de tête se sont rassemblés. Quelqu'un a dit que c'était agréable de voir des sœurs si proches. Un autre a dit, chaque clan a besoin d'un réaliste. Marguerite s'est pavanée à ce mot. J'ai incliné la tête et j'ai arrangé ma serviette comme si l'alignement était une prière. Évelyne Fournier est passée, les yeux mesurant sans jugement. Elle a touché mon épaule et m'a demandé si j'avais besoin de thé. Elle n'a pas contredit Marguerite ni rejoint le chœur. Elle a simplement fait de la place pour que je réponde par moi-même. Je l'ai remerciée et j'ai dit que l'eau me convenait. Marguerite a levé les yeux au ciel devant l'élégance d'Evelyne et a chuchoté que certaines personnes oublient leur place une fois qu'elles épousent l'argent. Daniel s'est approché avec 2 garçons d'honneur et a surpris la fin de la phrase de Marguerite. Il a ri de ce rire facile qu'il réserve aux foules. Maman a toujours été déterminée, a-t-il dit, et pendant un battement de cœur, j'ai cru qu'il pourrait me relever. Puis il a tapoté mon verre. Nous n'arrêtons pas de lui dire de profiter de la vie au lieu de faire des projets. Peut-être qu'après ce soir, elle nous entendra. Le garçon d'honneur a gloussé. Marguerite m'a serré les doigts comme si elle avait gagné une manche. Un serveur a proposé du café. J'ai accepté de la crème et du sucre dont je n'avais pas besoin. Le rituel a donné du travail à mes mains. Le médaillon était chaud contre ma peau. Je l'ai pressé 1 fois et j'ai compté silencieusement. Inspirer sur 4. Retenir sur 4. Expirer sur 4. Le souffle a dégagé un petit espace où ma dignité pouvait se tenir droite. Même si la salle lui demandait de s'agenouiller. De l'autre côté de la salle, quelqu'un a appelé pour la danse père-fille. La foule a pivoté vers la lumière. La conversation a relâché son emprise sur moi. Marguerite a pris sa pochette et a dit à la table qu'elle allait saluer le chef d'orchestre. Elle m'a embrassé sur la joue, poudrée et ferme. Souris pour les photos, a-t-elle dit. Et promets-moi que tu arrêteras de te battre contre des moulins à vent. Je promets de choisir avec soin, ai-je dit. Elle a entendu une reddition et a rayonné. La danse a commencé. Des applaudissements comme une pluie chaude ont couvert les voix. J'ai tenu le médaillon et je me suis souvenu des mains stables de Patrick. J'ai redressé ma colonne vertébrale. J'ai laissé mon visage être aimable. Sous la musique, un petit moi précis a fait une seule annotation et a fermé le livre. Daniel m'a attrapé entre la table des desserts et les portes de la terrasse, la veste de son smoking ouverte, la façon dont la confiance se porte quand une pièce lui appartient. « Viens, maman », a-t-il dit, touchant mon coude avec un charme exercé. « Il y a un groupe que je veux te présenter. » J'ai suivi. Le médaillon en argent reposait contre ma peau. Je l'ai pressé 1 fois pour marquer le moment. Il nous a fait passer à travers des groupes d'invités et s'est arrêté près d'un cercle près de l'orchestre. 5 hommes et 2 femmes se tenaient là. « Ce sont mes gens », a annoncé Daniel. « Chef d'équipe, clients, ceux qui m'occupent. » Ils ont souri. « Voici ma mère », a-t-il dit, m'orientant vers leur demi-cercle. Elle aime se dire consultante financière. En réalité, c'est quelque chose pour passer le temps. Il l'a dit légèrement.
Le ton désinvolte est le moyen le plus propre de rabaisser quelqu'un. Des rires ont fusé. Pas un rugissement, juste une petite étincelle nette. Une femme aux sourcils marqués a penché la tête. « Gardez l'esprit vif », a-t-elle dit. Mes parents font du sudoku. Un homme avec des boutons de manchette carrés a levé son verre. Nous avons besoin de plus de cet esprit, a-t-il offert. Ma mère est bénévole à la friperie et terrorise le pistolet, a étiqueté. Un autre a ajouté une histoire sur une tante qui s'est laissée avoir par une publicité pour la crypto à la télévision. Les blagues se sont tressées en une corde polie. J'ai parlé de l'éclairage. Il n'y avait aucun endroit sûr pour exposer la vérité. Un des hommes a interrogé Daniel sur les chiffres trimestriels. Il a posé une main sur le dossier de ma chaise. En hausse sur toute la ligne, a-t-il dit. On est maître de notre domaine. Puis, comme une garniture, il a fait un geste vers moi. Ma mère pense que les feuilles de calcul sont une raison de vivre, alors elle est ravie. Les manchettes ont brillé. Quelqu'un a reniflé. La question est morte. Un nouveau sujet a éclos. Des vacances sur des rivages d'eau en bouteille. Je me tenais à l'intérieur du cercle sans chaise, aussi utile qu'une lampe. La musique s'est appuyée sur les cuivres. J'ai tiré sur la chaîne du médaillon pour le remettre en place et j'ai demandé si quelqu'un avait besoin d'eau. Non, ont-ils répondu en chœur, une gentillesse déguisée en renvoi. Une femme a demandé d'où j'avais pris ma retraite. Bibliothèque de lycée, ai-je dit. Elle s'est éclairée. Donc vous êtes méticuleuse, a-t-elle dit. Une éditrice parfaite pour les listes de courses. Plus de rire, un coup de côté qui a quand même trouvé l'os. Daniel a vérifié sa montre avec une fioriture. On devrait les laisser se mêler, m'a-t-il dit. Ne coince personne avec des discussions sur le budget. D'accord. Il a souri si largement que la directive ressemblait à une faveur. J'ai souri en retour avec un petit muscle qui sait obéir. Quelqu'un a touché mon coude, puis a oublié. Le chef d'orchestre a annoncé les premières danses. Le cercle s'est brisé net. Je me suis glissé dans le couloir vers les toilettes. Le couloir sentait l'eucalyptus et le citron. À l'intérieur, des miroirs attendaient au-dessus de la porcelaine. J'ai choisi la dernière cabine, je l'ai verrouillée et je me suis assise. Rester debout ressemblait à un test pour lequel je n'avais pas étudié. Les larmes ont plaidé leur cause. Je les ai entendues s'assembler, je les ai laissées argumenter et j'ai statué contre elles. Pas de traces de mascara, pas de paupières gonflées sur les photos, pas de satisfaction pour quiconque me souhaitait petite. J'ai pressé le médaillon contre mon sternum jusqu'à ce que la fraîcheur calme ma respiration. Inspirer sur 4, retenir sur 4, expirer sur 4. Le comte a érigé une clôture, le sentiment a tâté le terrain et n'a trouvé aucune ouverture. Un robinet a sifflé. 2 demoiselles d'honneur ont gloussé à propos du discours d'un garçon d'honneur. L'une a imité une blague sur les coupons. Leur rire était des clochettes d'argent. Quand elles sont parties, je me suis regardé dans le miroir. La lumière fluorescente disait la vérité sans excuse. Une femme me regardait avec la bouche de ma mère et mes propres yeux. Sa colonne vertébrale droite, pas cassante, sa mâchoire ferme, pas serrée. J'ai essuyé un coin où une larme avait osé briller, et je l'ai regardé disparaître comme un secret qui réalisait qu'il n'était pas le bienvenu. Je voulais partir. La phrase est arrivée entière et s'est installée en tête de mon esprit. Je pourrais me faufiler par la sortie de service, appeler une voiture, être à la maison avant que le gâteau ne se rende, le canapé m'accueillerait, la robe pourrait être enlevée. La coupure de la nuit cesserait d'entailler ma peau. Je voulais tellement partir que la pensée s'est écrite sur ma langue. Partir apprendrait à Daniel la mauvaise leçon. Cette pensée est montée plus lentement et plus lourdement, comme un livre soulevé d'une étagère inférieure. Si je pars, il gagne l'histoire qu'il raconte sur moi. L'histoire où je ne supporte pas la pièce que mon argent a louée. L'histoire où les blagues me poursuivent jusqu'au trottoir. Si je reste, je ne le répare pas. Je redresse ma posture. Je refuse la petitesse qu'il a scénarisée. Je me suis lavé les mains et j'ai regardé l'eau couler sur une peau qui a nettoyé des pinceaux et des rôtissoirs. Je les ai séchés avec soin. J'ai ajouté un sourire qui n'appartenait à personne d'autre. Un seul souffle a dénoué la douleur. Pas parti, gérable. J'ai rentré une mèche rebelle, redressé mon ourlet, tapoté le médaillon une fois comme un marteau de juge. Le juge en moi a ajourné le chagrin jusqu'à plus tard, quand la maison serait sombre et que je pourrais pleurer sans public. Quand je suis retourné dans le couloir,
L'orchestre mettait doucement une mère sous les feux de la rampe. Les gens applaudissaient au rythme poli réservé à la tradition. J'ai marché vers ma place d'un pas tranquille. Je n'abandonnerai pas le champ que j'avais payé pour tondre. Je m'assiérai où on m'avait placé, je sourirai à qui on m'avait donné, et je rassemblerai toute la dignité que la nuit permettait, la tenant comme on tient un livre. On l'aime quand les autres ont oublié comment le lire. L'orchestre s'est adouci jusqu'à un murmure, et la demoiselle d'honneur s'est levée, une brune mince avec une voix formée par un millier de toasts de brunch. C'était Amélie, l'amie la plus proche de Mélissa depuis la première année d'université. La femme qui avait planifié la fête prénuptiale et codé par couleur la répétition. Elle a levé son verre, a fait un clin d'œil à la table d'honneur, et a dit à la salle qu'elle serait brève. Elle ne l'a pas été. D'abord à notre radieuse mariée, a-t-elle dit, puis a tourné son sourire vers moi. Et à la mère qui rend les choses intéressantes. Hélène est en train de construire un empire à l'âge de la retraite. Pouvez-vous le croire? Elle est la preuve que l'ambition n'expire pas. Elle fait juste une sieste pendant quelques décennies. Le rire a éclaté, net et fort. Les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Quelqu'un près du bar a applaudi comme un métronome. Amélie a surfé sur la vague. Quand Mélissa et moi choisissions le linge de table, Hélène choisissait des feuilles de calcul. Elle a des activités annexes empilées comme des serviettes. Elle m'a dit qu'elle faisait du conseil. Je lui ai dit que je consultais mon thérapeute. L'équilibre. Une autre acclamation. Elle dit qu'elle diversifie ses actifs. Je dis qu'elle diversifie ses passe-temps. On adore une reine avec un coupon. La salle a penché vers elle. C'était comme regarder une marée décider quoi garder. J'ai gardé le menton droit et j'ai laissé mes yeux se poser sur le petit centre de table. Des roses blanches, de l'eucalyptus, des bougies chauffées plats faisant de leur mieux. J'ai pressé le médaillon en argent et j'ai noté le cercle frais sous mon pouce. J'ai pensé à Patrick préparant un déjeuner dans un sac en papier, à Daniel à 6 ans portant une couronne en papier qui disait roi du coin lecture. Le bruit a tourbillonné et s'est élevé. J'ai respiré au rythme que je connais. Amélie a visé la conclusion. À Hélène, notre capital risqueur des bonnes ondes. Toujours en train de pitcher à 65 ans, toujours en train de conclure des affaires. Que votre empire soit solide et que vos applications aient de grandes polices. La chute a fait mouche. Même l'orchestre a ri. Le son n'était pas cruel. Il était négligent, ce qui est une sorte de cruauté qui se prétend amusante. J'ai incliné la tête d'une fraction et j'ai laissé le moment passer sur moi. Une chaleur s'est accumulée sous ma clavicule et s'est installée. L'humiliation avait grimpé toutes les marches dont elle avait besoin. Je suis restée assise. J'ai gardé mon souffle. La salle a continué de rire. La nuit ne m'avait pas brisée. Elle avait simplement annoncé à quel point le point de rupture était maintenant proche. Je n'ai pas bougé. Daniel a de nouveau attrapé le microphone, porté par le rire qu'Amélie avait récolté. Avant qu'il ne puisse parler, Evelyne Fournier s'est levée de la table familiale avec la grâce d'un juge qui se lève. Elle n'a pas demandé. Elle a simplement tendu la main et Daniel, surpris, a cédé le micro sans se quereller. Sa manche bleu marine a capté la lumière du lustre. Sa voix portait sans effort. « Daniel, a-t-elle dit, s'adressant d'abord à mon fils. Tu ne sais pas qui est ta mère. » La salle s'est arrêtée comme une marée contre un mur. Les fourchettes planaient. Les verres se sont immobilisés en l'air. Le chef d'orchestre a cligné des yeux sur sa partition et a attendu. Le silence a trouvé sa place. 500 invités ont regardé une femme qui avait pratiqué l'autorité apprendre à l'utiliser avec bienveillance. Evelyne ne m'a pas regardé. Elle a regardé la salle, puis de nouveau l'homme qui venait d'effectuer un net abaissement public de sa mère. « Je suis désolée d'interrompre, a-t-elle dit. Mais une correction est due. Nous avons ri d'une histoire qui n'est pas vraie. » Un serveur s'est figé avec un plateau de tasses à café. Quelque part près des portes, la lumière d'une chaussure d'enfant a clignoté et s'est immobilisée. Evelyne s'est tournée d'une fraction pour que toute la salle puisse lire sur ses lèvres. « Hélène Dubois n'est pas une amatrice, a-t-elle dit. Elle est la fondatrice et l'associée directrice de Holdings Dubois, une société d'investissement privé qui opère discrètement, préfère les faits au faste, et supervise actuellement un portefeuille approchant les 100 millions d'euros. Elle ne passe pas le temps. Elle alloue du capital. Elle répare des systèmes défaillants. Elle rédige des plans qui maintiennent les gens en emploi. Elle a laissé cela faire son effet. Les lustres bourdonnaient comme des témoins patients.
J'ai tenu le médaillon en argent et j'ai senti la charnière répondre à mon pouls avec un déclic régulier. Une ondulation a parcouru les tables. Pas de scandale, de la compréhension. Les gens qui m'avaient souri avec pitié ont recalculé leurs chiffres. On pouvait le voir dans leur posture. Amélie a posé son verre trop vite et a grincé des dents quand le bord a touché la porcelaine. La bouche de Daniel s'est ouverte et n'a pas trouvé de forme. Je continuais à respirer au rythme du compte. Inspirer sur 4, retenir sur 4, expirer sur 4. Les yeux d'Evelyne ont parcouru la salle comme pour ramasser les excuses en vrac et les poser sur un plateau où elles pourraient être servies plus tard. Elle a continué, d'une voix égale. L'année dernière, par l'intermédiaire d'une filiale, Holdings Dubois a acquis Logistique Fournier, l'entreprise de ma famille. Les termes étaient confidentiels. Le travail ne l'était pas. Quand les prêteurs sont devenus impatients, quand les prix du carburant ont compliqué les itinéraires, les plans qui nous ont stabilisés sont venus du bureau d'Hélène. Cela signifie, Daniel, que lorsque tu m'as remercié pour les détails ce soir, tu as oublié la femme dont le capital a maintenu nos camions sur la route. Tu as oublié la personne que tu viens de réduire à une blague sur les bons de réduction. Elle n'a pas craché les mots. Elle les a servis, chauds et précis. Si la honte fait un bruit, c'est le doux effondrement de la certitude. Je l'ai vu traverser le visage de mon fils, le même visage qui dormait autrefois la bouche ouverte dans les sièges auto. Mélissa a agrippé le dossier de sa chaise et m'a regardé comme si elle avait franchi une porte familière et trouvé un port là où elle s'attendait à un placard. Evelyne a posé une main sur le pupitre. Je n'avais pas l'intention de parler, a-t-elle dit, mais je devais la vérité à Hélène en public parce que ça retenu à protéger ma famille en privé. Vous méritez de savoir qui est assis parmi vous. Quelqu'un près du bar a chuchoté mon nom comme pour en tester le poids. Un homme qui avait raconté une blague sur les friperies a étudié sa serviette comme si elle pouvait lui apprendre la civilité. Les serveurs se tenaient immobiles, l'argenterie ne bougeant pas sur leurs mains. Je n'ai pas bougé. Le médaillon s'est réchauffé contre ma peau. La photographie de Patrick pressait une paume de la même manière qu'une main stabilise le dossier d'une chaise avant que quelqu'un ne se lève. Evelyne m'a jeté un regard, non pas pour demander la permission, mais pour l'honorer. Si elle avait voulu l'attention, a-t-elle dit, vous l'auriez su bien avant ce soir. Elle préfère le travail aux applaudissements. Elle s'est retournée vers Daniel. Tu dois à ta mère plus qu'un toast qui confond générosité et vanité. Tu lui dois le respect, non pas parce qu'elle gère de l'argent, mais parce qu'elle t'a montré comment construire quelque chose sans demander la permission à la personne la plus bruyante. Un murmure s'est élevé, puis s'est arrêté, comme incertain de la direction que prend la décence une fois qu'elle a été endormie. Daniel a essayé un sourire et l'a abandonné. Il a tendu la main vers le micro qu'il avait cédé, puis s'est arrêté, les mains vides. Evelyne a incliné la tête vers moi. Hélène, a-t-elle dit, vous n'avez pas besoin de parler. J'avais seulement besoin que la salle arrête de prétendre qu'elle vous connaît. Je me suis levée sans me lever, c'est-à-dire que je suis restée assise et j'ai laissé ma colonne vertébrale faire le travail. La charnière du médaillon a cliqué une fois. Le silence a tenu, généreux et exact. La vérité avait été posée au centre de la table. Elle ne nécessitait pas de garniture. Le son qui a suivi les mots d'Evelyne a traversé la salle de bal comme un vent dans les blés. Un silence puis l'immobilité. Les conversations ont tenté de reprendre et ont échoué. J'ai entendu mon nom transporté de table en table sous forme de points d'interrogation. Hélène Dubois, Holdings Dubois. Les lustres continuaient de bourdonner. Près des portes, le voiturier s'est arrêté avec des tickets de vestiaire tenus comme des drapeaux en berne. 2 serveurs ont échangé un regard qui disait qu'ils avaient entendu des histoires comme celle-ci dans les cuisines, jamais depuis des microphones. La photographe a baissé son appareil photo et a laissé la sangle s'accrocher à son poignet. Une tante âgée s'est signée par habitude, puis a ri de son propre réflexe. L'organisatrice m'a murmuré « respire » à 10 mètres de distance. Même les glaçons dans les carafes d'eau ont cliqueté. De minuscules reconnaissances que la forme de la pièce avait changé. Au bar, l'homme qui avait plaisanté sur les friperies a regardé son verre jusqu'à ce que la glace fonde. Amélie, la demoiselle d'honneur, a plié ses fiches en un petit carré coupable. Les garçons d'honneur qui aimaient la blague sur les coupons ont trouvé leurs serviettes soudainement érudites. Leur rire avait été la météo. Maintenant, il ressemblait à une prévision écrite par des enfants. Je ne me suis pas levée. J'ai posé mon verre de vin et j'ai laissé la tige trouver le lin avec un clic patient. Un serveur s'est figé en plein service. Le pouvoir n'arrive pas toujours avec le volume.
Parfois, c'est le placement net d'un verre, le refus de colorer un silence qui a pris sa taille. Le médaillon en argent s'est réchauffé sous ma clavicule. Daniel n'a pas bougé au début. Mon fils ressemblait à un homme qui est descendu d'un trottoir et a découvert que la rue était une rivière. La couleur a quitté son visage. Sa bouche a essayé d'efforts mais n'en a gardé aucune. Mélissa, ma nouvelle belle-fille, a agrippé le dossier de sa chaise. Un tremblement a parcouru son poignet jusqu'au bout de ses doigts. Elle m'a jeté un regard d'excuse qui ne connaissait pas encore ces mots, puis à sa mère, puis de nouveau à Daniel. Un client à la table de Daniel s'est éclairci la gorge et a commencé une histoire sur les objectifs trimestriels, puis l'a abandonné en pleine phrase. Quelqu'un a dit 100 millions d'euros sur le ton que les gens réservent aux océans. L'organisatrice a levé une main vers l'orchestre. Le chef d'orchestre a gardé sa baguette baissée. Marguerite s'est approchée de mon épaule avec un sourire qui se prenait pour un sauvetage et s'est effondrée en touchant le sol. Hélène, a-t-elle dit, faisant de la première syllabe une question. Elle avait tenu sa certitude comme une ombrelle. Le vent l'a emportée. Elle a redressé le bord de ma serviette parce que les mains aiment aider quand les idées ne peuvent pas se défendre. Tu aurais dû me le dire, a-t-elle chuchoté. Autour de nous, des hommes qui répétaient l'importance ont reconsidéré son aspect de passe-temps. 2 cadres d'une société locataire se sont redressés. L'un a attrapé son téléphone, puis l'a lâché. Une femme que j'avais autrefois aidée avec des formulaires a couvert sa bouche et a cligné des yeux. La dignité, une fois nommée à voix haute, voyage rapidement. Evelyne a posé le microphone sur le pupitre et a laissé ses mains tomber à ses côtés. Elle ne m'a pas touchée. Elle n'en avait pas besoin. La retenue peut être un pont. Pendant des années, j'ai laissé les chiffres ne parler qu'à moi. Ce soir, les chiffres avaient une voix publique. Daniel a finalement trouvé un son. Maman, a-t-il dit, mais seulement cela. Le deuxième mot se cachait derrière. Mélissa s'est penchée plus près, pressant 2 doigts sur son épaule, le geste de quelqu'un qui connaît la panique et croit encore au souffle. Il a essayé un sourire et l'a abandonné. Je ne les ai pas secourus. J'ai posé mes paumes à plat de chaque côté de mon assiette et j'ai respiré au rythme que je pouvais maîtriser. Dans cette immobilité, la salle a corrigé ses calculs. Les gens qui m'avaient jugée désuète m'ont repositionné dans leurs histoires. Un homme à la table voisine a levé son verre vers moi et l'a baissé. Un autre a fait 2 pas dans ma direction et s'est arrêté en se souvenant d'une blague faite quelques minutes auparavant. Un serveur s'est souvenu du mouvement et a versé du café. L'odeur a voyagé entre les tables comme une permission. L'argenterie a retrouvé son but. Amélie m'a jeté un regard furtif, le regard d'une élève qui comprend la leçon après la sonnerie. Je lui ai fait un petit signe de tête. Daniel s'est frotté le front comme pour effacer une légende imprimée sous une photographie. Mélissa a chuchoté près de son oreille et il a secoué la tête, le sémaphore d'un homme qui ne peut pas encore lire la nouvelle carte. Ses yeux ont trouvé les miens pendant un battement de cœur. Nous étions sur un parking de lycée après un concert. Puis le présent s'est refermé sur le souvenir comme de l'eau claire. Les voix ont repris sur des tons plus bas. Le respect fait un son différent de la flatterie. Plus silencieux, plus lourd, plus vrai. J'ai testé son poids et je l'ai trouvé utilisable. J'ai de nouveau levé le verre de vin, non pas pour boire, mais pour le reposer une fois de plus avec intention, comme pour marquer que le chapitre avait changé, et que les excuses ne tourneraient pas la page d'elles-mêmes. Je suis restée assise. J'ai gardé mon souffle. Le renversement était arrivé sans que je le cherche, et j'ai honoré le cadeau en n'y touchant pas plus que nécessaire. Une porte de la terrasse s'est ouverte et un carré d'air nocturne est entré. Je l'ai laissé me trouver. Je l'ai laissé passer. J'ai attendu pendant que la salle apprenait une langue que je pouvais laisser entrer. Une langue qui ne réduit pas les mères à des blagues. Une langue qui comprenait la différence entre s'occuper et construire. Evelyne a repris le micro et a terminé ce qu'elle avait commencé. Sa voix ne s'est pas élevée. Elle s'est posée sur les tables. La moitié des personnes dans cette salle travaillent directement ou indirectement pour le fonds de Madame Dubois, a-t-elle dit. Et vous vous êtes moqué de la personne qui signe les chèques qui paie vos factures. La salle de bal a inspiré. Pas d'applaudissements, pas d'indignation, seulement un silence. Une femme qui avait plaisanté sur les applications a pressé sa serviette sur ses lèvres comme pour empêcher d'autres mots négligents de s'échapper. Evelyne n'a pas insisté. Vous n'avez pas été cruel intentionnellement, a-t-elle dit, mais vous avez été négligent avec le travail d'une femme, et la négligence est une forme de cruauté. Elle a posé le microphone sur le pupitre avec un petit déclic et a reculé. Pas de fanfare,
juste de l'air apprenant sa forme correcte. Les murmures ont changé de grammaire. J'ai entendu mon nom prononcé avec soin. Hélène, Madame Dubois, Madame. J'ai enroulé mes doigts autour de la tige de mon verre et je l'ai reposé à nouveau. Un acte mesuré comme pour marquer la ligne entre avant et après. À la table 6, 2 directeurs de logistique Fournier ont échangé un regard qui contenait un mois de mémos. Un fournisseur d'un transporteur régional a redressé sa cravate et a murmuré des excuses qu'il n'était pas assez courageux pour prononcer. Une jeune comptable a compté silencieusement sur ses doigts, assemblant nos filiales comme des perles sur un fil. Daniel a retrouvé son souffle comme un plongeur qui remonte à la surface. Il s'est levé, puis s'est assis, puis s'est relevé. « Maman », a-t-il dit, le mot sonnant creux. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Mélissa gardait une main sur son épaule, le stabilisant comme si le sol avait basculé. « Parce que chaque fois que j'ai essayé, tu as ri était déjà écrit dans ma bouche. Je me suis tournée et j'ai croisé les yeux de mon fils. Parce que chaque fois que j'ai essayé de te le dire, tu l'as traité comme une blague, ai-je dit. Tu n'as pas écouté. » Le silence s'est assis avec nous. 500 personnes sont devenues les témoins d'une conversation qui aurait dû être simple il y a des années. Quelque part, une tasse a trouvé sa soucoupe avec le plus doux des tintements. La main d'un serveur a tremblé, puis s'est immobilisée. Amélie, la demoiselle d'honneur, a regardé la nappe. Daniel a ouvert les mains, paume vers le haut, comme un homme implorant des instructions du ciel. « Je pensais que tu t'occupais, » a-t-il dit. « Je pensais que je te protégeais de la déception. » Il a dégluti. « Je me suis trompé. Je ne demandais pas de protection, ai-je dit. Je demandais à être entendu. » Je n'ai pas haussé la voix ni énuméré les nuits où j'ai tapé avec la fenêtre entr'ouverte pour laisser les chiffres refroidir. Mon calme a fait le compte pour moi. Evelyne a incliné la tête, puis s'est écartée pour que l'air entre Daniel et moi soit clair. La prise de Mélissa s'est adoucie. Marguerite s'est glissée dans la chaise vide de l'autre côté de moi et n'a rien dit. Les gens qui avaient affiché de la certitude ont appris à mimer le respect. « Maman », a murmuré Daniel, plus bas maintenant. « Est-ce que je viens vraiment de remercier les mauvaises personnes ?» La question était trop grande pour la salle. « Tu as remercié certaines des bonnes personnes, ai-je dit. Et tu en as oublié une. » Il a hoché la tête comme si le mouvement pouvait le ramener à l'équilibre. « Je suis désolé, » a-t-il dit, mais les mots n'avaient pas encore acquis tout leur poids. Les excuses sont comme des chèques. Ils sont encaissés lorsque le compte existe. Derrière nous, l'organisatrice a chuchoté la moitié de la salle à un serveur qui n'avait saisi qu'un mot sur 2. « La moitié », a-t-il répété, les yeux ronds comme des soucoupes, et il a posé un plateau avec une révérence réservée aux reliques. L'orchestre semblait reconnaissant de l'ordre d'attendre. L'organisatrice a touché la manche du chef d'orchestre. Il a secoué la tête. La salle de bal voulait du son, mais elle ne méritait pas un sauvetage. J'ai laissé mes mains reposer sur le lin. Ouvertes, pas serrées. Le médaillon s'est réchauffé. La petite photographie de Patrick pressait la foi à travers le métal. De l'autre côté de la salle, un vice-président de logistique Fournier s'est dirigé vers moi, puis s'est arrêté, comme s'il réalisait que ce soir n'était pas l'heure des nouvelles alliances. Un jeune employé a levé un verre vers moi sans bravade. De la gratitude, pas du théâtre. J'ai rendu le geste avec un signe de tête destiné à chaque fiche de paie que je paierais à temps. Daniel a essayé à nouveau. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» a-t-il demandé, paraissant plus jeune que n'importe quel smoking ne peut le dignifier. J'ai respiré une fois, j'ai compté et j'ai gardé ma réponse simple. « Tu commences par écouter, ai-je dit. Puis tu t'entraînes. Tu t'entraînes jusqu'à ce que l'écoute soit la première chose que tu fasses. » Il s'est levé comme pour s'adresser à la salle. J'ai secoué la tête une fois. Pas encore. Ce n'était plus son microphone. Il appartenait à la vérité, et la vérité arrangeait encore ses chaises. La salle a accepté ce choix. Les conversations sont tombées à un murmure respectueux, puis à rien du tout. Les lustres ont bourdonné. Je suis restée assise. J'ai laissé le calme couronner le moment, de la même manière que la justice porte des vêtements simples quand elle franchit enfin la porte et refuse de se presser. Daniel s'est affalé sur sa chaise comme si le sol l'avait lâché. Ses épaules se sont arrondies, sa tête s'est inclinée. Le smoking qui avait ressemblé à une armure lui allait maintenant comme un vêtement emprunté. La foule nous a laissé un cercle d'air. Les fourchettes se sont posées. Les téléphones sont restés éteints.
J'ai gardé les mains sur le lin et j'ai attendu que le tremblement de son souffle ralentisse. Je ne sais pas comment revenir de ça, a-t-il dit, la voix assez basse pour que notre petit cercle reste privé. Je pensais te protéger. Je pensais que j'étais adulte. J'ai laissé le médaillon reposer contre mon pouls et j'ai mesuré ma réponse. Tu protégeais ton reflet, ai-je dit. Tu voulais que la salle te voie comme généreux. Alors tu m'as rendue petite. Ça a marché jusqu'à ce que ça ne marche plus. Il a hoché la tête. La douleur a poussé son regard vers la nappe. J'avais peur que tu me fasses mal paraître, a-t-il chuchoté. J'avais peur que tu dises la mauvaise chose. J'avais peur que tu me mettes dans l'embarras. J'ai gardé un ton égal. Tu t'inquiètes que je te fasse perdre la face. Je m'inquiète de me perdre moi-même. La phrase a atterri entre nous comme une clé posée doucement sur un bureau. Nous avons vécu à l'intérieur de peurs différentes. Il a pressé ses paumes contre ses yeux et a respiré comme un coureur après une colline. Combien de temps, a-t-il demandé. Ai-je été en train de te manquer tout en étant à côté de toi? Ce n'était pas une question à laquelle je pouvais répondre avec des dates et des soldes. Elle appartenait aux années où je souriais à travers la condescendance pour que le loyer soit payé pour nous deux. Je ne voulais pas prendre ta soirée, ai-je dit. Je voulais t'apprendre à en tenir une. Il a levé les yeux bordés du rouge de la compréhension soudaine. Je t'ai fait me porter, a-t-il dit. Puis j'ai dit au monde que tu étais lourde. Un murmure des tables les plus proches s'est élevé et est retombé. Des excuses planaient sans atterrir. J'ai gardé notre concentration petite. Je ne vais pas lister mes heures, ai-je dit. Je ne suis pas un registre que tu dois auditer. Je suis ta mère. Il a hoché la tête à nouveau, plus lentement, comme si chaque centimètre nécessitait une permission. De quoi as-tu besoin de ma part, a-t-il demandé. Dis-le et je le ferai. Commence par écouter, ai-je dit. Laisse la partie de toi qui me voit comme un inconvénient prendre sa retraite. Laisse une nouvelle partie être embauchée à sa place. Il a essayé de sourire. Il s'est brisé. Il l'a laissé partir. Je suis désolé, a-t-il dit. Cette fois, les mots avaient du poids. Je suis désolé de t'avoir rétréci pour m'adapter à mon confort. J'ai posé une main sur l'autre et j'ai laissé le silence compléter la phrase. Autour de nous, la salle a appris à ne pas s'immiscer. Daniel a incliné la tête et est resté là, non pas dans une culpabilité théâtrale, mais dans une posture qui reconnaissait enfin le terrain sur lequel il se tenait depuis le début. Je n'ai pas touché son épaule. Je n'en avais pas besoin. Le pouvoir s'était déjà déplacé. Il s'est installé là où il devait être, pas au-dessus de lui ni au-dessus de moi. Exactement entre nous maintenant. Les applaudissements ne sont jamais revenus. Quelque chose de plus silencieux l'a fait. Les gens se sont approchés par 2 ou 3, chacun portant un petit paquet de remords. Un client du secteur de la logistique a incliné la tête et a dit qu'il avait répété une blague qu'il n'avait pas inventée. Il a demandé si j'accepterais des excuses qu'il aurait dû offrir avant que le microphone ne change de main. Je l'ai remercié sans lui accorder la facilité. Il est parti plus léger. Amélie, la demoiselle d'honneur, est venue ensuite, serrant ses fiches comme des fleurs fanées. Sa voix tremblait dans un registre que je reconnaissais de la bibliothèque. Elle a dit qu'elle avait fait une fête de ce qui était sacré pour quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que les roses étaient magnifiques et de prendre soin de Mélissa. Elle a hoché la tête et a plié les fiches en un carré pas plus grand qu'un timbre-poste. L'homme à la blague sur la friperie a essayé de sourire et a échoué. Il a dit que sa mère l'aurait frappé avec une cuillère en bois pour sa façon de parler. J'ai dit que les cuillères en bois sont pour remuer et pour enseigner. Il a demandé si je voulais un café. Je lui ai dit oui, noir, et je l'ai laissé servir sans trembler. Marguerite planait au bord de ma table comme elle le faisait quand nous étions filles et qu'elle avait enfreint une règle que j'obéissais. Elle a dit qu'elle avait bien voulu faire. J'ai dit que bien vouloir faire est une lampe sans cordon. Elle ne brille que dans la mémoire. Elle a touché mon épaule et a laissé sa main tomber. Evelyne a traversé sans se presser. Elle a pris ma main dans les siennes comme pour faire une pièce de peau et d'os. Elle m'a remercié d'avoir sauvé son entreprise. Elle m'a remercié d'avoir sauvé la journée de sa fille de devenir un monument à la petitesse. Elle n'a pas flatté. Elle a nommé le travail. Elle a nommé le coup. Je lui ai dit que la vérité dite en public répare ce que l'orgueil brise en privé. Nous sommes restés debout pendant une respiration stable. Puis elle est retournée à sa table et a commandé de l'eau. Mélissa m'a rejointe avec du mascara tracé sur ses joues.
Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir été courageuse pour les mauvaises choses. J'ai dit, le chagrin rend tout le monde maladroit. Les mariages sont bruyants. Le cœur entend mal. Elle a demandé si je pouvais la serrer dans mes bras sans faire de scène. Je l'ai fait. La salle a adouci son regard et s'est occupée de ses propres affaires. Daniel planait derrière elle, les yeux fixés sur un point au-dessus de ma tête. Il a dit qu'il ne pouvait pas encore me regarder, non pas parce qu'il était en colère, mais parce qu'il voyait trop de choses à la fois. Je lui ai dit qu'il pouvait prendre son temps. Que le temps est un outil, pas un piège. Il a hoché la tête et j'ai regardé le hochement de tête le traverser comme une marée qui remet les meubles à leur place. Les serveurs ont repris leur circuit. Le café a trouvé les tasses. Le gâteau a glissé en tranches. L'organisatrice a fait redémarrer l'orchestre. Des couples se balançaient sous la lumière. Un jeune employé de logistique Fournier a apporté mon sac à la chaise à côté de moi et m'a demandé si j'avais besoin d'un transport plus tard. Je lui ai dit que je me débrouillerais. Les excuses ont continué à arriver, certaines élégantes, d'autres confuses. J'ai accepté ce qui était offert. Je n'ai auditionné personne pour la pénitence. Mes mains reposaient ouvertes sur le lin. Le médaillon s'est réchauffé. La photographie de Patrick tenait sa petite place. Quand l'heure est devenue raisonnable, je me suis levée et j'ai pris mon châle. Les gens se sont écartés. Je n'ai pas fait de discours. J'ai redressé ma chaise. J'ai placé mon verre là où l'auréole attendait déjà. J'ai regardé Evelyne. Elle a incliné la tête. J'ai regardé mon fils. Il a incliné la sienne. J'ai respiré. Puis j'ai dit les mots que la nuit avait mérités. Ce soir suffit. Le lendemain du mariage, mon téléphone a commencé sa petite insistance. Le nom de Daniel a rempli l'écran. Puis maison quand il a essayé la ligne fixe. J'ai laissé chaque appel aller à la messagerie vocale. J'ai écouté le silence entre les sonneries. Il ressemblait à un souffle gardant son propre rythme. J'ai rincé des tasses, plié une serviette, posé le médaillon en argent sur le rebord de la fenêtre où il retenait la lumière comme une main. L'après-midi, les appels se sont installés à un rythme horaire. Les messages de Daniel oscillaient entre la logistique et les excuses. Il annonçait les heures de vol, offrait des fleurs, disait qu'il voulait arranger les choses et ne savait pas par où commencer. J'ai retourné le téléphone face cachée et j'ai fait de la soupe. Mes mains connaissent les mesures par cœur. Eau, carottes, sel, une feuille de laurier, la petite science de transformer l'ordinaire en souper. Le deuxième jour, Marguerite est arrivée sans prévenir, une habitude qui ressemblait autrefois à de l'amour, et dernièrement à un raccourci. Elle se tenait à ma porte avec un bouquet de supermarché et un visage qui avait oublié quelle expression porteur. « Je suis venue voir comment tu allais », a-t-elle dit en entrant dans la cuisine. Elle a mis le bouquet dans l'évier et a froncé les sourcils. Nous nous sommes assises. Elle a commencé à s'excuser de la même manière que certaines personnes prient, en récitant les bonnes phrases pendant que son esprit consultait une horloge. « Je voulais te protéger de la déception », a-t-elle dit. Je pensais être pratique. J'ai hoché la tête. Le pragmatisme est un manteau qui cache parfois la peur. Je n'ai pas reconnu ce que tu construisais, a-t-elle dit. J'ai parlé comme une personne qui préfère les lampes à la lumière du soleil. J'ai versé du thé. Elle a tenu la tasse comme si la chaleur pouvait réécrire une phrase. Me pardonneras-tu, a-t-elle demandé. Le pardon est une route, ai-je dit. Je vais commencer à marcher. Nous ne nous sommes pas embrassés. La cérémonie aurait rendu le moment moins honnête. À la porte, elle a touché mon bras, puis est partie avec le bouquet. Cette nuit-là, la maison s'est installée dans le bourdonnement que je connais depuis mon veuvage. Je me suis assise à la table où les chiffres ont appris mon nom et j'ai sorti une feuille de papier à lettres du tiroir. J'ai daté la page et j'ai écrit la salutation à l'ancienne. Cher Daniel, tu avais 6 ans la première fois que je t'ai vu sur une scène. Ta couronne en papier glissait sur ton front et tu as chanté quand même. Après le spectacle, j'ai essuyé le jus de fruits de tes lèvres et je t'ai promis que tu pouvais être courageux sans être bruyant. Je le croyais alors. Je le crois encore. Tu as connu mes mains fatiguées, mais pas ma voix de travail. J'ai gardé cette voix silencieuse pour que le monde ne demande pas plus que ce que nous avions. Les nuits où tu dormais, j'ai appris les habitudes de l'argent comme d'autres apprennent les constellations, en sortant et en laissant le froid enseigner la clarté. J'ai fait tourner les chiffres jusqu'à ce qu'ils arrêtent de me faire tourner. Je l'ai fait parce qu'un garçon avait besoin de chaussures, d'un toit et d'un avenir qui ne le ferait pas s'excuser pour sa mère.
Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que chaque fois que j'ai essayé, le rire est arrivé comme un invité qui reste trop longtemps. Tu n'as pas été cruel intentionnellement, mais ton confort exigeait que je sois petite. J'ai choisi l'utilité plutôt que la victoire. Ce choix m'a coûté un langage que je suis en train de me réapproprier. Voici ce que je veux. Pas de fleurs, pas de discours, une écoute qui arrive en premier et reste pour faire la vaisselle. Je veux un respect qui se souvient d'appeler avant de décider pour moi. Comprends que je suis ta mère et aussi une personne dont le travail n'est pas un passe-temps. Je t'aime. L'amour est la raison pour laquelle je répondrai au téléphone quand je serai prête. L'amour est la raison pour laquelle je ne répondrai pas avant. Maman. J'ai lu la lettre 2 fois sans changer un mot. Je l'ai pliée une fois et je l'ai glissée dans une enveloppe sans timbre. Je l'ai placée dans le tiroir avec les piles et le mètre-ruban. Les choses pratiques qui gardent une maison honnête. Le téléphone a de nouveau clignoté sur le comptoir. Le nom de Daniel. Puis le silence. Dehors, le lampadaire dessinait un carré sur le sol. La maison gardait notre silence. J'ai lavé la marmite, je l'ai bien séchée. J'ai laissé la cuisine devenir assez silencieuse pour entendre le déclic de la charnière du médaillon quand je l'ai rangée pour la nuit. 6 mois plus tard, la salle de conférence de Holdings Dubois surplombait la rivière. Vitrée jusqu'au plafond, une longue table sombre, des chaises qui ne grinçaient pas. Je suis arrivée tôt, comme toujours. Le médaillon en argent était là où une cravate serait sur quelqu'un d'autre. J'ai touché la charnière, j'ai ouvert mon carnet et j'ai lu l'ordre du jour 2 fois. Mise à jour des opérations, acquisition, pipeline, risque, communauté. Les chiffres portent des histoires quand on leur demande poliment. Les directeurs sont entrés au fur et à mesure. Le service juridique a placé un dossier près de mon verre d'eau. Les opérations ont posé des graphiques. Nous avons commencé et j'ai dirigé la réunion, de la même manière qu'une bibliothécaire guide le bruit vers l'apprentissage. Une question ici, une pause là, un vote quand le silence avait fait son travail. Les chiffres trimestriels se maintenaient. Une expansion d'usine attendait le zonage. Un fournisseur avait besoin de délais plus courts. Je les ai approuvés, et j'ai ordonné un audit des hypothèses de fret. La table écoutait. Le respect a trouvé sa place. À mi-parcours, Daniel est arrivé avec le contrôleur et un analyste junior. Il a pris le siège du fond et a attendu un signe de tête. Je le lui ai donné. Il n'a ouvert son ordinateur portable que lorsque j'ai demandé les données financières de la nouvelle filiale. Merci, Madame Dubois, a-t-il dit, le titre prudent mais réel. Il a présenté clairement, a répondu aux questions sans jouer de son charme, et m'a regardé pour voir s'il avait apporté les bons outils. C'était bien, ai-je dit, et il a respiré, s'est reculé et a écouté. Après une courte pause, il a demandé à rester pour une session plus restreinte avec les opérations. J'ai accepté. Quand la porte s'est fermée et que la table s'est réduite à 4, il a parlé d'une voix qui comprenait les limites. Je veux apprendre les parties dont je me suis moqué, a-t-il dit. Je suis prêt à être utile. Je lui ai assigné l'âge des comptes fournisseurs pour une région que nous avions ignorée. Une carte simple pour un homme qui apprend à lire la météo au-delà de sa fenêtre. Les chiffres ne te pardonneront pas, ai-je dit. Ils t'enseigneront. Il a hoché la tête. Le service juridique est revenu avec une subvention communautaire. Nous avions promis de nouveaux livres et des heures d'ouverture plus longues à une bibliothèque de quartier qui en avait besoin. J'ai signé avec une encre qui ne bavait pas. Un contrat silencieux avec la vie qui m'a faite. La réunion a été levée. Les chaises ont gardé le silence. Les gens se sont levés sans gratter. Daniel est resté. Merci, Madame Dubois, a-t-il répété. Puis plus doucement. Maman. Il a rassemblé ses papiers et est parti avec l'analyste, s'arrêtant à la porte pour croiser mon regard et le tenir assez longtemps pour que le passé salue le présent. J'ai regardé la rivière. La ville continuait de bouger. Grues, ferries et sirènes se tressaient en une chanson qui n'était ni triomphe ni excuse. La victoire n'est pas la vengeance. La victoire, c'est quand je ne suis plus méprisée. La phrase vivait dans ma poitrine comme une cloche qui sonne sans être frappée. J'ai fermé le carnet. J'ai glissé le médaillon sous mon col et j'ai senti la photo de Patrick se poser là où elle pouvait tenir conseil. Dans le hall, le gardien m'a souhaité un bon après-midi par mon nom. J'ai croisé une femme qui équilibrait un portefeuille et un sac à langer. Elle a souri comme quelqu'un qui construit. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et je lui ai cédé le passage. Le pouvoir a plus de sens quand il se souvient de ses manières.
Dehors, l'air avait une clarté de début d'automne qui aiguisait les contours sans les rendre coupants. J'ai franchi la porte tournante et je me suis tenu sur la pierre. La lumière du soleil a traversé l'avenue et a trouvé le médaillon. Le métal s'est réchauffé. La petite photographie a capté un éclat. Une seconde, on aurait dit que Patrick avait fait un clin d'œil au ciel. Alors, avant que nous nous disions au revoir, j'aimerais savoir quelque chose. D'où regardez-vous? Est-ce un matin tranquille avec une tasse de café chaud ou une fin de soirée où des histoires comme celle-ci vous tiennent compagnie? Dites-le nous dans les commentaires. Je lis chacun d'eux avec gratitude. Si cette histoire a touché votre cœur, envisagez de vous abonner à la chaîne. Non seulement pour entendre d'autres histoires comme celle-ci, mais pour faire partie d'une communauté qui croit encore en la gentillesse, la guérison et les secondes chances. Merci d'avoir passé votre temps avec nous aujourd'hui. Où que vous soyez, j'espère que vous emporterez cette histoire avec vous. Et souvenez-vous, parfois le miracle ne frappe pas à votre porte. Il attend tranquillement que vous soyez prêt à ouvrir votre cœur. Prenez soin de vous.